Salut, bienvenue sur Éthique et Psycho, le podcast qui analyse les oppressions pour mieux les combattre. Ça nous paraît évident que les êtres humains qui nous entourent peuvent ressentir des choses, comme de la joie, des souffrances, c'est-à-dire que nous sommes sentients. Mais si on devait le prouver, comment on ferait ? Et d'ailleurs, comment on sait si d'autres êtres sont également sentients ? Comment peut-on savoir que les chiens qui vivent avec nous ont aussi ce genre d'émotions ? Et comment je sais s'il en est de même pour les chats, les oiseaux, les cochons, mais aussi les pieuvres, les crevettes ou les abeilles ? Et comment je sais que ça n'est pas aussi le cas des végétaux, voire des bactéries, des champignons, des intelligences artificielles ? La question est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et y répondre est un vrai défi scientifique. Mais heureusement, les scientifiques et les philosophes des sciences parviennent à trouver des méthodes pour avancer. La sentience, c'est un concept très important sur le plan éthique et politique, car dès qu'un être est sentient, on peut lui faire plaisir, mais aussi le faire souffrir et lui causer des préjudices. Savoir quels êtres sont sentients est donc important justement pour éviter de leur causer des préjudices. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via les plateformes de financement participatif. Ça pourra m'aider à professionnaliser la chaîne et à déléguer certaines parties du travail. Cet épisode sort pendant le Podcaston. C'est un événement qui rassemble de nombreux podcasts sur une même semaine pour mettre en avant des associations et inciter à les soutenir. Le Podcaston, c'est donc une bonne occasion de découvrir de nouveaux podcasts et de nouvelles associations et de les aider si vous en avez les moyens. Pour cette première participation au Podcaston, j'ai choisi de mettre en avant le projet Méduse qui vise à faire connaître et comprendre le concept de sentience et à lutter pour l'abolition de toute forme d'oppression. Le tout en ayant une approche scientifique rigoureuse pour se baser sur des connaissances fiables. Si vous voulez creuser la question de la sentience, je vous renvoie vers le très chouette site fait par le projet Méduse, sentience.pl. Dans cet épisode, on va voir ce qu'est la sentience, quels individus sont sentients et surtout comment on détermine qui est sentient. Et on parle de ça avec Victor Durand-Lepeuch qui anime le podcast Comme un poisson dans l'eau et Lila qui tient le compte Réfuté. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, j'anime le podcast Comme un poisson dans l'eau, qui est le podcast contre le spécisme, et j'ai aussi écrit un mémoire en philosophie sur la question de la sentience des poissons. Moi c'est Lila, je tiens le compte Instagram Réfuté, qui parle de lutte sociale, notamment d'antispécisme et de féminisme, et d'esprit critique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la sentience ? Du coup la sentience c'est la capacité à ressentir des expériences positives et négatives en première personne. Donc c'est vraiment... le côté subjectif d'être un sujet qui peut avoir des plaisirs de façon générale ou des souffrances. Ça, c'est la définition très générale. Là, on vient de voir ce que c'est la sentience, mais pour que ce soit clair, je pense qu'on peut dire ce que ça n'est pas. Et souvent, on parle de sensibilité, de conscience. Pourquoi on n'utilise pas ces mots-là, par exemple ? Par rapport à la sensibilité, on peut voir d'ailleurs dans certaines campagnes animalistes que ces deux termes sont un peu employés l'un à la place de l'autre, mais la sensibilité, ça désigne tout simplement une réponse à un stimulus. Donc par exemple, mon téléphone, on peut dire qu'il est sensible parce que quand je le touche, il réagit, il envoie une réponse en retour. Alors que la sentience, elle implique d'avoir un traitement subjectif de ces informations. Mon téléphone, que je le touche doucement, en l'effleurant ou que je le touche fort, presque en le frappant, ça va pas faire de différence pour lui. Il va pas avoir mal dans un cas et prendre du plaisir dans l'autre. Effectivement, le terme sensibilité, il est confusant. On parle aussi de la sensibilité d'une personne. On va dire qu'une personne est sensible pour dire qu'elle est émotive, alors que si on voulait l'utiliser dans le terme de sentience, ça n'aurait pas de sens vu que, a priori, les humains sont effectivement sensibles. Ouais, je pense que c'est vraiment important de faire cette distinction. Elle existe en anglais et c'est parce qu'elle vient de l'anglais qu'on a tendance à dire qu'on aurait déjà un mot en français qui est sensibilité. Mais en fait, en anglais aussi, il y a une façon de tracer la différence. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus spécifique à la sentience qui est important et qui importe moralement, qui fait que ça détermine si on peut nous faire du mal ou pas. Donc c'est vraiment pertinent d'utiliser sentience plutôt que sensibilité. On peut ajouter du coup que le mot sentience a été ajouté dans le dictionnaire il n'y a pas si longtemps. En 2020, je crois. Tu veux enchaîner peut-être sur la conscience ? Alors oui, souvent on se demande quels sont les liens entre la sentience et la conscience. En fait, la sentience, c'est un certain aspect de la conscience. Donc, en un certain sens, la sentience, c'est la conscience, mais c'est l'aspect qu'on dit phénoménal. En fait, c'est le côté vraiment ressentir les choses en première personne. Phénoménal, c'est un gros mot en philosophie pour distinguer d'un autre type de conscience qu'on appelle la conscience d'accès. C'est le côté juste avoir accès à l'information de façon centralisée. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les images subliminales. Donc, si on nous projette
une image sur un écran, on nous met des images très très courtes qui du coup atteignent le champ de notre conscience d'accès, c'est-à-dire que sans l'avoir perçu, on est capable de rapporter par exemple une série de chiffres qui est apparue très brièvement, sans qu'on ait presque l'impression de le voir, mais on est capable de dire les 3 premiers. Donc ça, c'est des images subliminales ou qui vont avoir un certain impact, et si on nous demande de le reporter, même quand on n'a pas l'impression de l'avoir perçu, on est capable de rapporter l'information. Donc ça, c'est la conscience d'accès, qui est à distinguer de ce qui relève de la sentience, du coup, de la conscience, cette expérience de avoir vu vraiment les chiffres et se dire ah ok, là je l'ai ressenti, il y a eu une différence dans ce que j'observais ou dans ce que je ressentais, et je le vis en première personne. Ouais, du coup, c'est pas faux de dire que la sentience est la conscience, mais c'est une partie de la conscience, et le mot conscience, il est un peu pluriel parce qu'il désigne du coup plein de choses, et donc quand on parle de conscience de soi, le test du miroir, tout ça, c'est de la conscience, mais ça n'a rien à voir avec la sentience, donc ici, tout ça, on ne va pas en parler, quoi. Et peut-être qu'on peut ajouter que de plus en plus dans les définitions, la sentience, ça renvoie un tout petit peu plus particulièrement à ce qui fait du bien ou du mal, à ce qui a ce qu'on dit une valence, c'est-à-dire il faut que ce soit du positif ou du négatif, donc les plaisirs ou les souffrances. Et donc imaginons qu'on ait des expériences phénoménales, subjectives, mais assez neutres, genre ce que ça nous fait de regarder du gris peut-être. C'est pas dit parce que peut-être que les humains, il y a toujours une petite valence peut-être associée, mais imaginons qu'il y ait des états où il y a une expérience associée, subjective, mais qui soit un peu neutre. De plus en plus, on considère que ça ne relève pas de la sentience, et que la sentience, il faut que ça fasse une différence un peu positive ou négative. Ouais, donc la sentience est inclue dans la conscience phénoménale, mais toutes les expériences phénoménales ne sont pas de la sentience. C'est ça, voilà, exactement. Et du coup, si on applique cette distinction-là entre les 2 types de conscience au cas précis de la douleur, qui est un sous-type en fait de souffrance, donc d'expérience négative, il y a une autre distinction qui est très importante à exprimer, c'est la distinction entre la nociception et la douleur. Donc la nociception, c'est la capacité à détecter et réagir à des stimuli réellement ou potentiellement néfastes, qui peuvent être sur notre corps, qui peuvent être en interne dans notre corps, ou qui peuvent même être des stimuli psychologiques, disons. Et donc, cette distinction-là, ça c'est à distinguer le simple fait de pouvoir détecter, donc ça renvoie à l'aspect informationnel, détecter et pouvoir réagir à des informations qui sont en fait néfastes, qu'on est en train de nuire à notre corps et que c'est potentiellement dangereux pour nous. Et ça, c'est à distinguer de la douleur. Quand on parle de la douleur, c'est vraiment l'expérience subjective qui parfois est associée en plus à cet état de nociception. Et donc la douleur, a priori, c'est quelque chose qui est créé par notre cerveau. C'est quelque chose qui relève de la conscience, et plus particulièrement de la conscience phénoménale. C'est la conscience phénoménale négative associée à l'état de nociception. Si on résume simplement, c'est pas juste le signal qui va de notre corps vers notre cerveau, c'est le traitement de l'information, et c'est le « aïe, ça fait mal ». Exactement, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir une réponse réflexe quand on pose sa main sur une plaque chaude et de retirer sa main, c'est un bon exemple de la différence entre nociception et douleur? Ouais, c'est une bonne façon, ça nous arrive parfois de retirer la main avant même de commencer à ressentir quelque chose. Et ça, typiquement, le premier réflexe, c'est ce qu'on appelle un comportement nocifensif. Donc c'est un comportement de réaction, de simple réflexe, qui parfois remonte même pas en fait jusqu'au cerveau, ce qui montre d'autant plus qu'il n'y a pas d'expérience consciente associée, et c'est par la suite que chez nous les humains en général, on finit, 1 ou 2 secondes après par ressentir le truc en plus qui là correspond à la douleur, mais il y avait déjà de la nociception avant même qu'il y ait douleur. Peut-être que c'est intéressant de aussi distinguer la sentience, donc en fait ce qui relève d'une certaine forme de conscience, d'autres états mentaux, mais qui eux relèvent de ce qu'on appelle la cognition. Donc typiquement quand on parle de l'intelligence, de la mémoire, de la prise de décision, de la perception, encore de plein d'autres fonctions mentales qu'on a qui tournent en permanence, de la coordination des gestes, tout ça. Tout ça, c'est ce qui relève de la cognition. C'est des états mentaux particuliers qui sont vraiment à distinguer de la question de la conscience, et donc en particulier de la question de la sentience. Donc on pourrait très bien imaginer des êtres très intelligents, avec une cognition très développée, mais pas du tout sentients, et à l'inverse, des êtres avec très peu de capacités cognitives, mais qui auraient des capacités sentientes très développées. Et c'est là qui fait que c'est un peu compliqué, parce qu'on a tendance un peu à écraser les deux ensemble, parce que les humains ont à la fois des capacités cognitives et des capacités sentientes, et on n'arrive pas toujours à bien distinguer. Mais en fait, il faut vraiment tracer cette distinction-là. Ouais, pour finir peut-être sur les définitions, sur ce qu'est la sentience, souvent on entend l'idée que les individus seraient plus ou moins sentients, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est plutôt que les individus ne sont pas plus ou moins sentients, on est sentient ou on ne l'est pas, mais on a des expériences plus ou moins intenses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des individus qui ont des degrés de souffrance plus ou moins élevés, mais à partir du moment où ils souffrent, ils sont sentients.
Ouais, ça renvoie à une question qui anime encore le débat autour des études sur la sentience, de est-ce que la sentience, ça peut être quelque chose de graduel? On parle de gradualisme de la sentience. Et c'est pas absolument consensuel encore, mais la façon dont c'est envisagé par certains et certaines chercheuses sur la question, c'est de dire que comme la sentience, en fait, c'est toujours la conscience, c'est la conscience de quelque chose. Donc on a conscience de telle couleur, on a conscience de tel état nociceptif, ou on a conscience de tel plaisir ou de telle émotion, et ben en fait on va peut-être pouvoir capter plus ou moins de choses et avec une intensité plus ou moins forte. On peut s'imaginer avoir des douleurs plus ou moins intenses, mais aussi avoir des plaisirs plus ou moins intenses, ou avoir peut-être une plus large gamme de choses qui font l'objet d'expériences subjectives associées. Donc c'est plutôt dans ces termes-là de plus ou moins sentient, c'est peut-être inexact, et il faudrait peut-être dire sentient de plus ou moins de choses et de façon plus ou moins intense. C'est peut-être plus exact de le dire comme ça. D'ailleurs, sur la douleur, en tout cas sur vraiment la douleur, il y a des études qui montrent que ces variations d'intensité de ressenti, elles peuvent être aussi interindividuelles en fait. Elles peuvent varier entre les individus. Ça dépend de l'âge des individus, de leur sexe, évidemment de leur espèce aussi, mais ça dépend de leur expérience passée. Enfin, ça dépend de vraiment beaucoup de paramètres. C'est pas juste une question entre espèces, quoi. Ça peut être aussi entre individus. Donc le but de cette vidéo, ça va pas être d'être exhaustif sur comment on évalue la sentience, parce que le sujet est sacrément compliqué. Cette question relève de l'épistémologie, donc la réflexion sur comment on fait pour avoir des données en science, essayer de questionner les méthodes qu'on a, les limites, et du coup, voilà, la science marche comme ça, on la remet en question, et on a des méthodes de plus en plus abouties pour essayer d'avoir des connaissances. Et du coup, l'épistémologie, sur ce sujet, qui est vraiment compliqué, va nous apporter des clés sur comment on évalue la sentience malgré les difficultés. Pour introduire cette question épistémologique, je pense qu'on peut aller d'abord sur la question de l'anthropomorphisme, qui est un reproche souvent fait où on nous dit finalement on ne peut pas savoir ce que pensent les autres animaux. Ça serait aussi de l'anthropomorphisme que de penser qu'ils peuvent ressentir comme nous. Du coup, juste pour définir, l'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer des caractéristiques qui seraient proprement humaines à des individus non humains. Donc effectivement, l'anthropomorphisme, ça existe, c'est un risque. Par exemple, quand on parle de reines chez les fourmis, typiquement, on attribue des sociétés royalistes aux fourmis qui n'ont pas du tout un système royaliste. Donc ça, c'est une forme d'anthropomorphisme. Mais là, quand on parle de sentience et de capacité à souffrir ou à ressentir du plaisir, etc., en général, on ne le fait pas à la va-vite comme ça. On a des données assez solides qui nous permettent de le faire. Et quelque chose qui est important à bien comprendre, c'est que pour évaluer la sentience ou de manière plus générale les ressentis subjectifs d'autrui, on est obligé de se baser sur notre propre cas, puisque c'est les seuls ressentis auxquels on a accès. On n'a accès qu'à notre propre subjectivité. Et donc on est obligé de travailler ce qu'on appelle en faisant des inférences, c'est-à-dire en faisant des comparaisons et en projetant par rapport à ce que nous, on sait être capable de ressentir. Et en fait, ça marche avec les autres espèces, évidemment, mais ça marche aussi à l'intérieur même de notre espèce. Je ne sais pas si vous êtes vraiment sentient. Je n'ai pas de moyen de le savoir parce que je n'ai pas la possibilité de me mettre à votre place, littéralement, à me mettre dans votre cerveau. Et donc, je suis obligée de fonctionner par inférence. Si jamais je vous vois vous rouler par terre avec du sang partout, en train de hurler et faire des grimaces, je me doute que vous êtes en souffrance, mais je n'ai pas de moyen de le vérifier. C'est juste que je sais que moi, j'ai des comportements à peu près similaires, que si jamais j'ai le genou ou le bras ouvert, je ressens des choses qui sont extrêmement négatives. Donc voilà, je procède comme ça par inférence, mais j'ai jamais la certitude que vous êtes sentient ou même que vous avez la capacité de ressentir certaines choses subjectivement. Et en fait, on fonctionne pareil avec les autres animaux. Alors évidemment pas juste comme ça à l'instinct, on a des protocoles, des indicateurs, etc. On va développer un peu ça après, mais voilà, on a des méthodes. Mais l'idée globalement, c'est ça, c'est qu'on part de nos subjectivités, on les recoupe entre elles et après on fait des inférences en étudiant les différents indicateurs. Du coup, pour moi, cette critique de l'anthropomorphisme, elle ne tient pas vraiment quand on parle de sentience, de capacité comme la souffrance, la douleur, etc. Notamment, comme je disais au début, parce qu'on a des données assez solides là-dessus. Et je pense qu'il y a plutôt la tendance inverse, en fait. On a plutôt tendance à faire ce qu'on appelle de l'anthropodénie, c'est-à-dire qu'on nie certaines capacités qu'on sait que les autres animaux ressentent, mais on a tendance à le nier. Alors, on peut avoir des explications politiques, sociologiques, etc. Mais globalement, il peut y avoir cette tendance en fait, à ne pas attribuer certaines capacités aux autres animaux alors qu'ils les ont. Et là, tu fais référence à un super article de Richard Monvoisin et Timothée Galin que tu as résumé dans un post Instagram. Ouais, je l'ai résumé dans un post Instagram si vous voulez le retrouver sur mon compte. Et sinon, le texte en lui-même s'appelle « De mémoire de la menace du biais d'anthropomorphisme dans nos rapports moraux aux non-humains ». Et vous pouvez le trouver assez facilement en ligne.
Et du coup, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un défi particulier pour la science d'étudier la sentience. C'est que comme on l'a défini, la sentience, c'est quelque chose d'intrinsèquement en première personne, c'est le ressenti subjectif. Et du coup, en général, la science, elle procède plutôt en troisième personne, avec des expériences, à distance et de façon objective. Et du coup, il y a un peu un paradoxe, ou disons un défi particulier à étudier en troisième personne avec les méthodes de la science, quelque chose qui est intrinsèquement en première personne et à quoi on n'a pas accès du coup en première personne, autre que notre propre subjectivité, disons. Et c'est ce qui fait qu'on doit passer un peu par ce qu'on dirait des indicateurs, des éléments indirects, des indicateurs ou des marqueurs de la sentience qui nous permettent de l'inférer. Comme tu disais, en fait, c'est une question d'inférence de la sentience parce qu'on ne peut pas directement la constater. En fait, c'est pas quelque chose qui s'observe, la sentience, c'est quelque chose qui s'infère à partir d'éléments qui, eux, sont objectifs et qui lui sont le plus souvent corrélés. On parle aussi de corrélat objectif de la conscience et c'est quelque chose qu'on essaye d'objectiver comme on peut quand on est scientifique et qu'on travaille sur cette question de quelles sont les choses qui, chez les humains, quand ça s'allume, quand nous, on sait que là, on a mal ou qu'on a du plaisir, qu'est-ce qui, dans le cerveau, dans notre agencement physiologique, dans notre comportement, est plus ou moins systématiquement associé à cette expérience-là. Et après, par extension raisonnable, disons, et en essayant d'être le plus robuste possible dans nos inférences, on essaie d'en déduire qui, parmi les autres individus que nous-mêmes et parmi les individus notamment des autres espèces, sont capables, ont la même capacité ou sont en train d'avoir cette expérience-là subjective. Et c'est pas quelque chose de très facile, mais c'est pas impossible pour autant, mais juste c'est un défi vraiment propre à la sentience et pas facile forcément à relever a priori. Peut-être pour reformuler, la difficulté, c'est qu'on doit procéder avec des éléments observables pour avoir accès à quelque chose qui n'est fondamentalement pas directement observable. C'est ça. Donc là, tu as parlé des indicateurs. Donc généralement, on regroupe tous ces indicateurs sous 3 grosses catégories. Donc les indices physiologiques, vu qu'il faut un bagage minimal de cerveau, par exemple, pour avoir la sentience. Après, donc physiologique, pour détailler un petit peu, parce que peut-être ça ne parle pas aux gens, physiologique, c'est tout l'agencement de notre corps, en gros, qui permettent de remplir cette fonction-là de sentience. Donc c'est typiquement des nocicepteurs, c'est-à-dire des récepteurs à la nociception. Donc ce qui fait que là, quand je me pince, j'ai de l'information qui peut circuler, c'est parce qu'il y a d'abord un récepteur qui le capte, puis les nerfs qui transmettent l'information et qui la font remonter jusqu'à ce qu'on appelle un système nerveux central, tout en haut de notre moelle épinière, à l'entrée du cerveau presque, et qui redispatche cette information. Et il faut une certaine organisation structurelle de notre cerveau qui permette ensuite d'aller jusqu'à cet état qu'on a dit qui est un peu surajouté par rapport à la nociception de douleur. Et donc un peu, faut tout un agencement physiologique pour qu'il y ait les conditions minimales, disons, d'expression et de création presque de la douleur ou de la sentience en général. Ouais. Donc les indices physiologiques, il y a aussi les indices comportementaux et aussi les indices évolutifs. Donc ce qu'on peut dire déjà sur ces critères en général, c'est que faut pas le voir comme une liste de critères qu'on coche et à partir de 6 critères, hop, c'est sentient ou pas sentient, ça marche pas du tout comme ça. En fait, il y a un débat sur quelle est la bonne liste à avoir et les scientifiques eux-mêmes sont pas d'accord entre eux sur cette question et c'est quelque chose qui fait l'objet du débat même et le problème c'est qu'on sait ni exactement qui est sentient encore ni quelle est la bonne liste justement d'indicateurs pour être certaine qu'il y a sentience dans tel cas quand on a tel critère physiologiques, comportementaux, telles autres fonctions cognitives par exemple qui sont très souvent associées à la sentience et c'est ce qui fait toute la difficulté en fait de l'étude, c'est que si on avait soit la liste complète de tous les individus qui sont sentients, on pourrait en déduire facilement, là du coup c'est tel et tel critère qui doivent être cochés et quand il y a ces critères, il y a sentience et quand il n'y a pas, il n'y a pas sentience. On n'a ni ça, ni la liste non plus des bons critères à avoir et qui nous permettrait du coup de regarder chaque individu, de tester pour chacun des critères et si tous les critères qu'il faut sont là, c'est sentient. On n'a aucun des deux et du coup on n'a pas le choix que d'essayer d'avancer de front sur les deux incertitudes en fait sur ces deux listes-là. Ouais. Et on peut retrouver du coup des listes de critères vu que c'est pas consensuel, donc il y a par exemple la liste de Sneddon avec 17 critères, celle de Birch avec 8 critères. C'est ça. Et il y a un débat en fait au sein de ces scientifiques-là qui sont aussi les mains dans le cambouis. Lynn Sneddon par exemple, c'est une scientifique qui a beaucoup fait dans le débat pour défendre la sentience des poissons, qui a été une des premières avec ses collègues à découvrir en 2003 que les poissons, les truites arc-en-ciel sur lesquelles elle expérimentait avaient des récepteurs à la nociception, donc des nocicepteurs justement, ce qui a ouvert tout le débat sur est-ce que les poissons sont sentients, vu qu'au moins ils ont ce truc-là qui est absolument indispensable pour pouvoir ressentir la douleur.
Et elle a fini par proposer, je crois en 2016 ou en 2014, je ne sais plus exactement quel est l'article, une liste de critères, mais provisoires, en disant moi c'est ce que j'ai observé qui semble être un peu nécessaire et suffisant pour penser qu'il y a une très forte probabilité ou des bonnes raisons ou des probabilités raisonnables, disons, de penser qu'il y a sentience. Mais sa propre liste de critères, elle a été confrontée à d'autres listes qui ont dit tel critère peut-être qu'il est moins important que tel autre ou qu'il n'est pas aussi déterminant. Typiquement dans les critères comportementaux, il y en a qui semblent être plus robustes que d'autres. Dans est-ce que tel comportement est vraiment indicateur de la présence de sentience ou pas. Il y en a qui sont tellement complexes qu'ils nous font beaucoup plus penser qu'il y a sentience, alors que d'autres, on pourrait s'imaginer qu'on a tel comportement, mais que ce soit juste l'expression de la nociception et pas seulement et pas de la douleur. Ouais. C'est vrai que le débat sur les poissons il est intéressant parce que ça montre à quel point les listes évoluent aussi, où forcément ça paraît évident que si un cerveau, si un système complexe, il peut avoir plus facilement une sentience que là où il n'y a rien du tout, mais encore faut-il savoir quelle structure permet d'avoir la sentience. Et par le passé on disait il faut à tout prix un néocortex, et là il y en a qui disent non, en fait peut-être qu'on peut avoir la sentience autrement. Donc la difficulté c'est de voir, on suppose qu'il y a des structures minimales mais on ne sait pas forcément lesquelles, et des fois il peut très bien avoir des individus qui ont ce que nous on produit avec telle partie de notre cerveau. Peut-être qu'il y a d'autres animaux qui peuvent l'avoir avec d'autres parties qui complètement différentes. Des structures analogues, ouais. C'est ça a été un enjeu énorme pour expliciter cette question du néocortex. Le néocortex, c'est les structures de notre cerveau, chez les humains en tout cas, qu'on dit les plus supérieures. Donc c'est vraiment celles qui sont au-dessus et qui accomplissent des fonctions très, très complexes, disons. Et on a longtemps pensé qu'il n'y avait que dans le néocortex, parce que chez les humains, on observe qu'effectivement la sentience, pour exprimer la douleur, on a besoin de ces structures qui sont dans le néocortex. Et du coup, on se disait un peu simplement, tous les animaux qui n'ont pas de néocortex peuvent pas exprimer la douleur. Ce qui semblait pas absurde initialement. Et du coup, typiquement, les oiseaux n'ont pas de néocortex, les poissons n'ont pas de néocortex. Et donc, il y a une série de scientifiques qui ont dit, puisqu'il n'y a pas de néocortex chez les poissons, il n'y a pas les conditions minimales absolument nécessaires pour l'expression de douleur. Et en fait, ce qu'a argué notamment Lynn Snedden et d'autres collègues, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça se passe exactement pareil dans l'expression de la douleur ou de la sentience chez les humains par rapport aux animaux d'autres espèces. Et notamment, ce qu'elle a défendu, c'est que c'est pas impossible, et c'est même assez plausible maintenant, que des structures du cerveau qui est très différent des poissons, des structures analogues, qu'on dit analogues ou homologues, c'est-à-dire elles peuvent remplir la même fonction de façon un peu différente, avec un agencement un peu différent. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en fait, dans le fonctionnement biologique entre les espèces. Par exemple, elle a montré aussi que nous, on a deux types de nerfs chez les humains, et les delta A et delta C, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Mais chez les poissons, en fait, les fonctions de ces deux nerfs sont inversées entre les nerfs. Donc en fait, un agencement un peu différent permet de remplir plus ou moins les mêmes fonctions. Entre par exemple la perception très piquante quand on nous plante quelque chose et la perception plutôt de chaleur, qui va être celle des brûlures. Donc ça, c'est des informations de type différent dans la douleur qui sont véhiculées par des nerfs différents. Et elle a montré que chez les truites arc-en-ciel, c'était pas les mêmes fibres. Enfin, les fibres étaient un peu inversées par rapport aux fonctions. Donc c'est pas impossible non plus que en fait, dans le cerveau, ce soit des structures un peu différentes chez les poissons qui permettent d'exprimer la douleur. Et en fait, c'est déjà quelque chose qui est assez consensuel pour la question des oiseaux. Donc je l'ai dit, les oiseaux n'ont pas de néocortex non plus, mais ça faisait plusieurs années, voire plusieurs décennies au moment du gros débat sur la sentience des poissons, qu'on considérait assez consensuellement que les oiseaux sont sentients. Et ça, on n'est pas revenu dessus. Les oiseaux sont sentients, il y a très peu de doutes là-dessus, de même que les mammifères. Et du coup, le problème de ces scientifiques qui arguaient qu'il faut un néocortex pour être sentient, c'est que s'ils voulaient être cohérents, ils auraient dû dire que les oiseaux non plus sont pas sentients. Et je pense qu'ils n'étaient pas prêts à le dire dans le débat. Et du coup, il y avait une forme d'arbitraire ou de manque de cohérence entre leurs affirmations, de dire à la fois il faut un néocortex pour être sentient, mais non, mais les oiseaux quand même, ça fait longtemps qu'on est d'accord qu'ils sont sentients. Mais en fait, ils n'ont pas non plus de néocortex. Dans le fait de chercher des structures similaires aux nôtres, on peut quand même voir un gros biais d'anthropocentrisme où on cherche des structures qui soient très proches des nôtres ou proches de celles des mammifères, et on a du mal à concevoir de la sentience, ou plus largement même idem pour l'intelligence, chez des organismes qui seraient très différents de nous. Oui, c'est pour ça que je pense que l'accusation qui a été faite parfois et qui continue à être faite d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de projeter nos propres capacités, par exemple sentientes, sur d'autres animaux quand elles ne seraient pas démontrées. En fait, il y a le reproche exactement inverse qui peut être fait, que les autres qui veulent
qui refusent de projeter et qui refusent qui dénient les capacités chez d'autres animaux, attendent que ça marche exactement comme chez les humains et du coup partent tellement du cas humain, c'est pour ça qu'on dit anthropocentrisme, mettre l'humain au centre pour aller évaluer si les autres animaux ont les mêmes capacités, ou on s'attend à ce que ça prenne exactement la même forme ou à ce que ça ait exactement les mêmes structures sous-jacentes. Ben ça en fait c'est aussi un reproche qu'on peut faire à d'autres. Et j'ai l'impression que finalement ça faisait deux camps de scientifiques qui se renvoyaient des accusations exactement en miroir, exactement opposées. Les uns accusaient les autres d'anthropocentrisme, quand les autres les accusaient en retour d'anthropomorphisme. Et finalement, c'est pas ça qui fait, j'ai l'impression, beaucoup avancer le débat. Et ce qui compte, c'est d'avancer concrètement sur les expériences, sur les indicateurs qu'on permet de détecter, sur le fond de l'argumentation, et pas sur prêter des intentions anthropocentristes ou anthropomorphistes chez les autres scientifiques. C'est pas ça qui m'a semblé absolument déterminant dans la façon de progresser empiriquement et juste un peu pragmatiquement dans les échanges d'articles entre les scientifiques sur la question de la sentience des poissons. Un indice physiologique qu'on pourrait développer un peu, c'est par exemple la production d'antalgiques ou analgésiques dans le corps, qui montre que l'être peut avoir un intérêt à avoir une diminution de la douleur. Ouais, alors analgésique, c'est ce qui permet de réduire justement l'expression de la douleur. Donc ça peut être quelque chose qui est déjà dans notre corps et c'est un bon signe. Quand un individu a des analgésiques déjà produits dans son corps, ça semble suggérer quand même assez fortement qu'il y a des mécanismes, s'il y a besoin de réduire l'expression de la douleur, c'est que, a priori, elle est ressentie. Ou c'est un bon indice, disons, c'est un bon indicateur, c'est un des premiers indicateurs qu'on regarde, de penser que justement, il y a tout un système de régulation où la douleur vient jouer un rôle particulier, mais que parfois, elle a besoin d'être atténuée, une fois qu'on a capté qu'elle était là, ou quand on a besoin de faire des choses plus importantes, typiquement courir, et du coup, là, on va avoir des hormones et des analgésiques qui vont réduire la douleur parce qu'on n'a pas besoin de cette information-là au moment où on est en train de courir et de s'échapper. Enfin voilà, c'est un bon indice et c'est aussi quelque chose qui peut venir de l'extérieur, qui peut nous être injecté. Typiquement, plein de drogues sont analgésiques. Quand on a mal et qu'on nous injecte la morphine, typiquement, c'est un super analgésique qui marche très bien. Ça fait partie des choses qui jouent dans l'expression et dans la capacité de notre cerveau à aller jusqu'à l'expression de cette douleur-là. Et un bon truc à observer, qui est un autre critère, ou plutôt indicateur comportemental qui aurait sentience, c'est de voir s'il y a des différences comportementales selon quand on a mal, enfin quand on est censé avoir mal, quand on a une lésion qui pourrait, si on est sentient, mener à l'expression de la douleur, entre ce cas-là où juste on a une lésion, et le cas où, en plus d'avoir la lésion, on nous met un analgésique. Et de voir est-ce que ça fait des différences de comportement, parce que chez nous les humains, et en plus largement chez nous les mammifères, on voit que s'il y a une différence, que si on a juste mal, si on a juste une lésion sans analgésique, on va avoir tendance à... en fait on a mal, donc en fait on marche pas dessus si c'est notre jambe, on va plutôt avoir tendance à protéger la plaie, on va peut-être avoir plus de mal à réfléchir ou à être moins attentif parce qu'en fait on est préoccupé beaucoup par notre douleur. Et c'est quelque chose qu'on peut chercher à observer chez les autres animaux pour voir est-ce qu'il y a les mêmes types de comportements qui, selon quand on a juste la lésion, enfin quand par exemple un poisson a juste, ce qui est souvent l'expérience qui avait été faite notamment par Lynn Snedden, c'était d'injecter de l'acide acétique, donc c'est quelque chose qui est très corrosif sur les lèvres par exemple des poissons, et de voir comment ils réagissent. Et là souvent ils avaient une modification de leur comportement où ils allaient par exemple plus souvent au fond de l'aquarium, ils allaient gratter un peu leur bouche sur le fond de l'aquarium, ils n'avaient pas l'air d'aller très bien. Et quand on leur rajoute, donc là c'est le groupe, c'est un des groupes, enfin disons groupe témoin sans lésion, groupe avec lésion et groupe avec lésion, et en plus de l'analgésique, donc c'était plus souvent de la lidocaine, je ne sais pas quel est le nom français, donc c'est un analgésique qui marche bien pour les poissons a priori, et là ils retrouvaient un comportement qu'on pourrait dire normal, où ils n'avaient pas l'air d'être en souffrance. Donc ça semble être un bon signe que l'analgésique a effectivement un effet, est perçu et atténue l'expression de la douleur. Et ça, c'est peut-être pas c'est un bon indicateur, mais on disait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des indicateurs encore plus robustes que d'autres et peut-être encore plus pertinents à mobiliser. Et notamment ce qu'a fait Lynn Snedden aussi, c'est une expérience très particulière qui montrait qu'il y avait 2 aquariums. Et le poisson avait le choix d'aller dans les 2. Il y en avait un qui était vraiment pas très intéressant pour lui, tout vide, avec plein de lumière, les poissons n'aiment pas trop la lumière, et un autre plutôt sombre, il préfère, avec beaucoup plus de choses pour aller jouer, se cacher, enfin plus complexe comme environnement. Donc de base, ils ont toujours tendance à préférer cet environnement-là. Mais si on met une lésion sur eux et qu'on met un analgésique dans le premier aquarium,
Lynn Snedden a remarqué que les poissons avaient tendance à endurer le coup de l'intérêt moindre en fait de l'environnement tout nul pour aller quand même dans l'environnement où il y a de l'analgésique. Et donc c'est une bonne là c'est vraiment un indicateur assez robuste de se dire le poisson a priori c'est un bon signe qu'il ressent la douleur si il a la capacité à faire ce choix-là, d'aller plutôt d'endurer un coup par rapport au truc habituel, d'aller dans un environnement moins intéressant si ça lui permet d'avoir accès à un analgésique. Dans la même logique, il y a une expérience qui a été faite avec des crabes où ils avaient le choix, où ils ont deux environnements, dont un qu'ils préfèrent, et si on les électrocute dans l'environnement qu'ils préfèrent, ils vont avoir tendance à se déplacer, à changer d'environnement. Et en fait, on se rend compte que si l'expérience est répétée, au bout d'un moment, ils vont directement aller vers l'environnement moins préférable, mais moins douloureux, a priori, que de subir le choc électrique pour avoir un environnement. Alors même que le choc électrique n'existe plus, mais il y a un apprentissage en fait qui se fait où il va y avoir une sorte de pessimisme, on pourrait dire, où ils vont se dire si je vais là-dedans, je vais être électrocuté, donc autant aller dans celui qui est un peu plus nul, mais au moins je vais pas souffrir, puisqu'a priori ça montre qu'ils sont capables de ressentir la douleur. Du coup, au-delà des indices physiologiques, là on est aussi sur les indices comportementaux, qui sont une autre catégorie de critères, qui paraissent évidents, puisque quand on a mal ou quoi, nous-mêmes on réagit différemment, on peut avoir des expressions faciales différentes, on peut, toucher là où on a mal, donc ça paraît évident que le comportement est un indicateur de la sentience, mais pour autant c'est encore là un indicateur qui a des limites, puisque comment on fait la différence entre un comportement qui est dû à une réaction de souffrance ou de joie, comment on fait la différence avec, par exemple, juste une réaction à un stimuli, tout comme on a dit dans la phase de définition, où juste la réaction, donc la sensibilité, n'est pas gage de sentience, quoi. Ouais, en fait, c'est la difficulté, c'est que on pense que c'est évident, on aimerait pouvoir dire que c'est évident que quand on remarque des comportements similaires aux nôtres chez les autres animaux, similaires à ceux qu'on a nous quand on a mal, on a envie de dire du coup c'est une bonne preuve de douleur, d'expérience de douleur chez les autres. Mais le problème, c'est que la plupart des indicateurs comportementaux de la douleur peuvent aussi n'être que des indicateurs de la nociception. Et c'est là où c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, c'est pas impossible que quand on semble voir ou remarquer ou constater la douleur dans les comportements des autres animaux, peut-être en fait ils ont pas ce truc supérieur, où ils n'ont pas cette fonction mentale ajoutée de douleur, mais que tout se passe par ailleurs de la même façon. Et c'est pas dit qu'il n'y ait pas juste un fonctionnement en quelque sorte réflexe permanent de réaction et d'adaptation à ton environnement, sans que ça nécessite cet état supplémentaire que nous on a de douleur. Et c'est ça qui fait toute la difficulté du débat en fait, c'est que les critères comportementaux, en eux-mêmes, et s'il y avait qu'eux, sont pour la grande majorité d'entre eux pas suffisants à en inférer la sentience de façon absolument sûre. C'est là que les expériences que vous avez montrées sont intéressantes, parce qu'elles permettent, avec une certaine rigueur méthodologique, de pouvoir observer plus loin que juste un comportement qui répond à un stimulus. Voilà. C'est ça, déjà on peut observer avec certains comportements que quand même c'est pas que de l'ordre du réflexe instantané. Déjà on peut remarquer qu'il y a des comportements qui durent, c'est un premier bon indice, qu'il y a des comportements qui impliquent d'autres fonctions cognitives, donc peut-être ont plus de chances de mobiliser une fonction supérieure dans le cerveau, telle que la douleur, quand c'est lié à des préférences, quand c'est lié à de l'apprentissage. Ça c'est aussi des bons indicateurs de nous dire il y a des chances que la sentience soit connectée de façon complexe à un ensemble d'autres fonctions qui elles relèvent pas de la conscience mais qui sont des fonctions cognitives. Donc la mémoire, l'apprentissage, les prises de décision, et ça augmente les chances, à chaque fois ça augmente la probabilité que ce soit bel et bien aussi un état qui est accompli dans notre cerveau de douleur. Mais c'est pas absolument certain. Et ce qui le montre bien, et ce qui a peut-être surpris énormément de personnes, et en fait c'est des expériences qui remontent au 19e siècle, donc on le sait depuis assez longtemps, c'est que on a fait des expériences, alors c'est pas très joyeux d'un point de vue éthique, on a pris des grenouilles et on a coupé leur cerveau, on a déconnecté leur cerveau du reste de leur moelle épinière et du reste de leur corps, donc c'était des grenouilles décapitées. Et en fait on s'est retrouvés, les scientifiques qui ont fait ces expériences se sont retrouvés assez surpris de voir l'énorme gamme et la gamme assez complexe de comportements dont étaient capables ces grenouilles décapitées, alors qu'on aurait pensé que ça nécessitait finalement soit des fonctions supérieures, soit justement la présence de douleur. Et notamment, ça semblait pas être que des comportements de pur réflexe, parce qu'il y avait même une des expériences montrait que quand on plonge ces grenouilles décapitées dans l'eau, elles ont
comme comportement de se mettre à nager à la surface. Et donc ça, c'est pas juste un simple réflexe comme quand on retire la main d'une plaque brûlante. C'est en plus un comportement qui semble orienté vers un but. Et donc c'est d'autant plus étonnant de se dire qu'une grenouille décapitée est capable d'avoir un comportement aussi complexe. Et donc ça appelle à remettre un peu en doute la plausibilité de l'usage de ce critère-là, de ces indicateurs comportementaux pour en conclure à la présence de sentience. Parce que de façon assez consensuelle, on pense que si on n'a pas de cerveau, on ne peut pas être sentient. Parce que c'est assez sûr maintenant, la sentience c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est une fonction supérieure qui nécessite un certain agencement du cerveau. Donc si on n'a pas de cerveau, normalement on ne peut pas être sentient. Et donc, des grenouilles sans cerveau qui expriment ces comportements, ça montre bien que on peut avoir ces comportements sans être sentient. Ce qui me paraît important à dire sur les critères comportementaux, c'est que finalement, un même comportement, à lui seul, il ne vaut pas grand-chose, mais que mis dans un ensemble avec d'autres observations non comportementales, mais aussi d'autres comportements, là, il va être pertinent parce que peut-être que le comportement à lui seul, ça peut être juste une réaction à un stimuli, peut-être que ça ne vaut pas grand-chose, mais si l'animal, enfin l'individu, il a des réactions à divers comportements et que suivant les contextes, il a différents comportements et que son comportement, il est adapté suivant le contexte ou qu'il est aussi assez complexe, on peut se dire ça c'est peut-être signe de sentience, ça devient difficile à expliquer avec juste une réaction à un stimuli. Et à l'inverse, quand il y a quelque chose qui est juste réaction à un comportement qu'on peut facilement expliquer comme par une réaction à un stimuli, c'est pas très parcimonieux de se dire qu'il y a de la sentience, je sens que ça pourrait ne pas l'être et qu'il n'y a pas de raison que l'évolution ait laissé passer ça, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que l'usage des indicateurs de la sentience, c'est jamais univoque. Et c'est pour ça que c'est pas juste une liste de choses à cocher. Et d'ailleurs que la présence d'un critère sera jamais absolument suffisante pour dire là il y a sentience. Mais on peut quand même se dire, et les scientifiques raisonnent comme ça, de toute façon, les scientifiques sont super pragmatiques. Ils se disent, même si on peut avoir des doutes sceptiques énormes et qu'on n'a jamais de certitude absolue de la sentience du fait de ce dont on a parlé tout à l'heure, du fait que on n'a pas accès, c'est pas directement observable. On fait avec ce qu'on a. Les scientifiques, ils partent de ça, ils font des expériences, ils montrent quels critères, quels indicateurs sont présents ou non. Et ils pensent quand même de façon pragmatique que plus on a d'indicateurs qui sont en commun avec nous ou communs avec des animaux dont on a la certitude ou la quasi-certitude qui sont sentients, ça augmente quand même significativement la plausibilité de la sentience de ces autres animaux. Et typiquement, par exemple, quand les scientifiques, dans le cadre du débat sur la sentience des poissons, ont montré qu'il y avait plus d'indicateurs de cocher que pour les oiseaux, ou que pour certains humains, par exemple que pour des fœtus ou que pour même des nouveau-nés, et en fait ça c'est un bon argument pour dire soyez cohérents à minima si vous acceptez la sentience des oiseaux, vu qu'on coche d'autant plus d'indicateurs de la sentience chez les poissons. Pour être cohérent, il faut dire que les poissons sont sentients aussi. Ou alors nier la sentience des... C'est ça, mais il y a toujours un coût en fait, et ça devient de plus en plus difficile. Et presque aucun scientifique un peu sérieux aujourd'hui viendrait défendre vraiment que les oiseaux ne seraient pas sentients. Donc, par cohérence, je pense qu'on est dans un état du débat où justement les scientifiques ont réussi à avancer pragmatiquement dans ce débat-là, à montrer la présence de plein d'indicateurs, et donc par cohérence, on en est à un état où on peut dire que les poissons qui ont été testés sont de façon très très probable et très plausible sentients. Mais on n'a jamais de certitude absolue de toute façon, et c'est pas grave en fait, la science elle n'a pas besoin de certitude absolue, elle avance toujours par plausibilité. Donc là, on a vu le côté physiologique, le côté comportemental. Il y a aussi d'autres arguments qui sont les arguments évolutifs. Par exemple, ça paraît logique que si le fait qu'on soit sentient, fait qu'on va aller, si on prend du plaisir aux choses qui vont nous faire survivre et surtout nous faire perdurer l'espèce, et qu'on va avoir du dégoût ou de la douleur qui vont faire qu'on va pas avoir des comportements qui nous nuisent ou qui nuisent du coup à la transmission des gènes, etc. Ça peut être logique du coup que l'évolution favorise cette sentience. Et du coup, un autre argument évolutionnaire aussi, c'est de dire si on sait que dans tout tel groupe d'espèces, tous les individus, la plupart sont sentients, et qu'il y en a il y a d'autres espèces qui sont très proches dans l'évolution, ça paraît pas parcimonieux de se dire que eux ils sont pas sentients. On peut, même si c'est pas une preuve en soi, là encore c'est l'indicateur, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais en tout cas ça nous donne un indice que si dans toute une lignée ils sont sentients, peut-être que d'autres proches le sont aussi, quoi. Ouais, en fait, au-delà des indicateurs, c'est pas les seuls arguments qui sont mobilisés par les scientifiques dans le débat sur la sentience de telles et telles espèces pour avancer leurs arguments ou pour dire c'est plus ou moins plausible. Il y a les indicateurs dont on a parlé, et il y a aussi des arguments, comme tu le dis, évolutionnaires qui viennent de l'évolution, parce que si tu prends comme étude la sentience comme une capacité biologique, et c'est ce que font les scientifiques, eux ils disent a priori c'est un truc dans le cerveau qui se passe, c'est une certaine fonction biologique, donc comme toutes les fonctions biologiques, comme la vision, comme la mémoire, comme toutes les fonctions qu'on a corporelles, physiologique et cognitive, c'est une fonction qui a priori
est apparue à un moment dans l'évolution, a été sélectionnée, a été retenue parce qu'elle apportait une certaine fitness. Et donc, on peut se dire, on va essayer de retracer l'histoire évolutive, de se dire c'est au moment de tel ancêtre commun que la sentience est apparue. Peut-être que c'est apparu à plusieurs fois, à différents moments de l'histoire, chez des espèces sur des branches de l'arbre phylogénétique un peu éloignées. Mais du coup, une fois que c'est apparu, a priori, tous les ancêtres communs ont une plus grande plausibilité d'avoir conservé ce trait. Et donc, plus on est proche, plus on a ce qu'on dit une proximité phylogénétique, donc plus on partage de gènes en commun et une histoire évolutive proche avec une autre espèce ou avec un autre individu, plus, a priori, on a de chances d'avoir des fonctions biologiques en commun, et donc en particulier la question de la sentience. Donc c'est pour ça que c'est plus plausible de dire que les chimpanzés, qui nous sont très très proches, sont sentients, que d'autres mammifères qui nous sont un peu moins proches, que des oiseaux qui nous sont encore un peu moins proches. Et le problème, quand on atteint par exemple les poissons, les insectes, c'est qu'il y a quand même déjà une distance évolutionnaire assez forte, qui fait que les fonctions commencent à vraiment plus beaucoup se ressembler, qu'il y a des fonctionnements physiologiques, des agencements du cerveau qui commencent à être très différents, et des fonctions qui marchent pas du tout pareil. Typiquement, la vision, l'olfaction chez les poissons marchent de façon très très différente que chez nous les humains, ou de façon plus différente que par exemple par rapport aux mammifères ou même par rapport aux oiseaux. Et c'est là où peut-être que cet argument peut moins être mobilisé, mais que quand il y a une proximité phylogénétique, ça a un intérêt de se dire plus c'est proche, plus ça a une probabilité d'avoir des fonctions en commun, et donc plus ça a une probabilité d'être sentient en même temps, quoi. Ouais, des limites qu'on peut donner à cet argument, c'est que déjà on ne sait pas quand la sentience est apparue, et on ne sait pas si elle est apparue une fois ou si elle est apparue plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive, du coup, le fait que des caractéristiques apparaissent à différents endroits dans l'arbre phylogénétique. Donc la vision, c'est une fonction qui est apparue, je crois, une quarantaine de fois de mémoire, donc au moins plusieurs dizaines de fois, et qui peut être sous-tendue par des structures qui sont très différentes et qui ne s'expriment pas forcément de la même manière. Et donc voilà, ça peut être difficile à détecter une sentience qui serait sous-tendue par des structures très différentes, qui prendrait une forme aussi qui n'est pas forcément la même, qui passerait par des canaux qui ne sont pas forcément les mêmes, etc. Ça pose des problèmes méthodologiques, en fait. C'est de comment on fait pour mesurer quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas détecter, en fait. Et d'ailleurs, si la sentience est arrivée plusieurs fois dans l'évolution, ça se trouve, les animaux qui sont très éloignés de nous et dont on n'a pas un ancêtre commun sentient, ce qui pourrait être le cas des poulpes notamment. Bon, pour le coup, les poulpes, on a de bonnes raisons de penser qu'ils sont sentients, mais ça rend quand même d'autant plus difficile de se rendre compte, mais comment ils sont sentients, parce que ça peut être d'une manière très différente de nous, et de la même manière, si on va sur un truc encore plus complexe et plus éloigné, s'il se trouvait qu'il y avait des IA, des intelligences artificielles sentientes, ou qu'il y avait, on peut même imaginer des extraterrestres et qui soient sentients, mais peut-être qu'ils seraient tellement différents de nous. Là aussi, il y a souvent l'anthropocentrisme, on imagine des trucs qui nous ressemblent, mais en fait, ça pourrait, s'il y avait des aliens, ça pourrait être des trucs complètement différents. Et déterminer à ce qu'ils soient sentients, ça pourrait être tellement différent qu'on s'en rendrait même pas compte, quoi. Pour faire une petite aparté, il y a un peu le même problème avec la question de la vie. En fait, la définition de la vie, elle n'est pas aussi nette que ce qu'on pourrait penser. Et on a des critères qu'on base sur la vie sur Terre. Par exemple, tous les individus vivants, tous les organismes vivants sur Terre sont composés d'ADN avec des nucléotides A, C, G, T, mais on pourrait imaginer des formes de vie qui ne reposent pas sur ces bases-là. Et donc, on pourrait avoir une autre forme d'ADN ou quelque chose qui n'est même pas de l'ADN, mais qui aurait une fonction similaire dans l'univers, et ne pas être capable de la détecter ou de la comprendre comme étant de la vie, puisque ça ne correspond pas à la définition qu'on a actuellement de la vie en se basant sur ce qu'on connaît sur Terre. Et donc on pourrait avoir un peu le même problème avec la sentience, comme on se base sur les individus qu'on sait être sentients, les espèces qu'on sait être sentients, avec différentes structures, les structures qu'on connaît, le fonctionnement ce qu'on sait à peu près. En fait, on pourrait avoir des formes qui sont très différentes, qu'on serait incapable de détecter, parce que on ne comprendrait pas leur fonctionnement et on ne rapprocherait pas ça de la sentience, en fait. Ouais. Une autre limite de l'argument évolutif, c'est que c'est tout à fait possible que la sentience soit apparue à un moment donné, qu'elle ait disparu, que l'ancêtre d'un animal était sentient et qu'il ne le soit plus. Du coup, si ça n'a pas une réelle plus-value pour l'individu, l'évolution aura peut-être tendance à justement favoriser l'individu qui répond juste par stimulus-réponse avec des comportements simples, plutôt que celui qui a tout un système complexe, si ça ne lui est pas utile, quoi. Peut-être que pour résumer, on peut dire que par exemple, quand on atteint les poissons ou les insectes qui nous sont très éloignés phylogénétiquement, évolutivement, ça devient très très compliqué de reconnaître peut-être les mêmes indicateurs ou d'utiliser la même liste d'indicateurs pour détecter la sentience s'il y a bien sentience, que ça devient d'autant plus difficile quand c'est les poulpes qui sont qui nous sont vraiment très 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 loin, mais pour lesquels on a d'autres arguments par ailleurs qui ne sont pas la proximité phylogénétique pour penser qu'ils ont de très bonnes raisons, d'une très forte probabilité d'être sentients. Et donc si on atteint par exemple les IA,
dont tu parlais, là on n'a pas du tout d'histoire évolutive commune avec les IA. Donc on sait même pas on n'a rien à quoi se rattacher finalement par rapport à la sentience éventuelle des IA ou des extraterrestres, alors qu'avec le poulpe on a encore potentiellement, on a une histoire évolutive commune, même si la sentience s'est développée indépendamment après. Et ce que font les cas de convergence évolutive de la sentience, s'il y en a, ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait ça donne une plus grande hétérogénéité des conditions qui donnent lieu à la sentience. Vu que c'est comme la vision, plus ça s'est développé de façon indépendante, plus il y a vraiment que les conditions, plus c'est facile d'identifier les conditions absolument suffisantes et nécessaires pour exprimer la fonction en question. Et on peut voir que la vision, ça peut fonctionner comme ça à cet endroit de l'arbre, mais de façon très différente à cet endroit de l'arbre. Et donc ce qu'on aurait pensé être des conditions ou des indicateurs, des bons indicateurs, se révèle pas être présent dans l'autre façon d'exprimer cette fonction. Donc on fait le tri davantage. Donc en fait, c'est à la fois plus difficile de détecter ou d'être assez certain de la présence de sentience, plus on est loin phylogénétiquement, mais en retour, quand on en est certain pour d'autres arguments, ça nous apporte plus d'informations sur ce qu'est vraiment la sentience et ça nous permet d'isoler vraiment quelle est cette fonction biologique un peu très particulière qu'est la sentience et qui est remplie par telles et telles conditions un peu différentes. On peut finir sur peut-être une autre catégorie de critères qui est moins souvent évoquée, c'est la question des corrélations avec l'intelligence. Donc on a bien dit, il ne faut pas confondre la sentience n'est pas du tout une forme d'intelligence. Un organisme peut être sentient en n'ayant pas forcément de capacité cognitive complexe, mais il y a quand même une corrélation. Ouais, du coup, je redis bien, il y a une distinction entre les capacités cognitives, donc intelligence, mémoire, prise de décision, perception, tout ça, et les capacités de conscience. Mais c'est pas parce qu'elles sont distinctes qu'elles sont pas sans lien. Et en fait, dans notre cerveau, les choses sont agencées de façon tellement complexe que en fait, les fonctions ont très souvent des liens entre elles. Ça se trouve même dans l'évolution, les fonctions se sont appuyées les unes sur les autres ou se sont développées conjointement. Ça fait partie des hypothèses évolutionnistes autour de la sentience, qu'elles se seraient appuyées en fait sur d'autres capacités cognitives et que les prémices de la sentience se seraient développées grâce à ça. Et donc, ça fait quand même des bons arguments quand on a d'autres fonctions qui semblent systématiquement associées, corrélées à la présence de sentience. Chez les humains, par exemple, quand on voit que c'est lié à une forme d'apprentissage particulier, à une forme de prise de décision, en fait, on s'appuie beaucoup sur la valence qu'apporte la sentience pour prendre des décisions. Et les émotions aussi s'appuient sur la question de la sentience. Donc, en fait, mais il y a aussi une partie cognitive des émotions. Donc, en fait, il y a quand même des corrélations qui nous permettent de faire de la présence de fonctions cognitives des bons arguments ou des bons marqueurs, en fait, des bons indicateurs supplémentaires de la présence de sentience, même si c'est pas la même chose et même si c'est jamais sûr et certain que s'il y a tel indicateur de capacité cognitive, va y avoir la sentience ou pas, quoi. S'il fallait conclure et résumer là tout ce qu'on a dit, c'est que la sentience, c'est une fonction biologique qui est étudiée scientifiquement par tout un champ de recherche. C'est pas facile à étudier parce qu'il y a énormément de défis propres, parce que c'est quelque chose qui est en première personne, mais qui doit être étudié par la science en troisième personne, mais qu'il y a quand même tout un ensemble de méthodes qui sont mises en place par les scientifiques, typiquement les indicateurs, les arguments évolutionnaires, d'autres arguments qui sont mobilisés, qui permettent quand même d'avancer dans ce débat-là et qui font qu'on avance en fait dans ces débats-là. On sait que de plus en plus d'individus, d'espèces sont sentientes, et là il ne reste plus qu'à savoir lesquelles, quelles espèces sont sentientes et où en est l'état des connaissances sur cette question-là. Maintenant qu'on sait comment déterminer la sentience, on va répondre à la question qui est sentient et qui ne l'est pas. Donc la question de savoir qui est sentient, c'est une question sur laquelle on a plus ou moins de certitude, notamment en fonction des espèces. Et donc on va détailler un peu tout ça en fonction des différentes catégories d'animaux. On va commencer du coup par ceux dont on a quand même une bonne certitude sur le fait qu'ils soient sentients. Donc on ne va pas s'attarder dessus, tout ce qui est mammifères, oiseaux, céphalopodes, donc humains compris. Alors, on est assez sûr quand même qu'il y a sentience. Donc les céphalopodes, pour préciser, c'est les poulpes par exemple. Ouais. La grosse question, le débat, un peu récent depuis le début des années 2000, c'était la question de la sentience des poissons. Ça fait plus de 20 ans, du coup, ça fait exactement 20 ans, en 2023, qu'on réfléchit à ça. Maintenant, on a une très forte plausibilité, on l'a vu plus en fait que les oiseaux. Donc si on considère que les oiseaux sont sentients, les poissons sont sentients. Je pense que maintenant on peut le dire, c'est assez clair. Avec cette petite précision quand même que les poissons c'est une catégorie très large, qu'on a testé que sur quelques espèces et qu'en plus c'est une catégorie pas très rigoureuse en biologie de parler, c'est pas une catégorie systématique du tout de parler des poissons. Donc en fait il y a toujours la possibilité que les poissons très éloignés de ceux sur qui on a testé la présence d'indicateurs soient peut-être pas sentients, mais disons qu'on généralise. Pour préciser du coup, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que le groupe poisson ne soit pas un vrai groupe phylogénétique. En fait, il n'y a pas d'ancêtre commun qui regroupe tous les poissons et qui n'inclut que des poissons.
et dans le sens où, par exemple, les poissons osseux, comme les sélacantes, sont plus proches de nous que des poissons cartilagineux comme les requins, et qui eux-mêmes sont plus proches de nous que des poissons sans mâchoire comme les lamproies. Ouais. Et il y a eu un rapport aussi récemment, en 2021, qui montre que c'est pas juste les poissons, mais il y a aussi quand même un gros consensus sur d'autres animaux marins, comme les crustacés. Ça, c'est un consensus de la London School of Economics, donc en Angleterre, un ensemble de scientifiques spécialistes de la sentience qui ont écrit ce rapport pour justement évaluer selon tous les indicateurs les plus usuels, disons, qu'on utilise. Ils ont pris la liste la plus consensuelle et ils ont regardé, ils ont testé pour les céphalopodes, donc les poulpes notamment, et les décapodes, donc notamment les crevettes, par exemple, ou les homards. Et ils ont vu que tant les céphalopodes que les décapodes cochaient suffisamment de critères, disons suffisamment d'indicateurs de la sentience pour qu'il y ait une très forte plausibilité que tant les céphalopodes que les décapodes sont sentients. Ouais. Et peut-être pour préciser là-dessus, il y a notamment les crevettes qui ont été testées et où ils disent qu'il n'y a pas suffisamment d'indicateurs pour avoir une certitude, mais les autoristes précisent bien qu'il y a surtout un manque de données en fait. On a la même problématique sur les insectes, c'est qu'en fait il y a plein d'indicateurs qui n'ont tout simplement pas été testés et on est plus sur de l'absence de preuves plutôt que sur une preuve que ce sont des individus qui ne sont pas sentients. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le débat sur la sentience des insectes. C'est le gros débat, disons, actuellement, maintenant qu'on peut dire que les poissons... je veux dire, le débat continue, et on avance toujours dans les recherches, mais disons, le gros point d'incertitude en ce moment, c'est la question de la sentience des insectes. Et le problème, c'est que c'est là encore une catégorie tellement large, avec des espèces extrêmement diverses, que le problème principal, comme tu l'as dit, Lila, c'est juste qu'on n'a pas les données. En fait, qu'on n'a pas suffisamment pu faire d'expériences sur les différentes espèces d'insectes pour savoir. Il y en a qui sont en fait très bien étudiés depuis longtemps. Par exemple, les drosophiles sont particulièrement bien étudiés. On a testé pour quasiment tous les indicateurs pour lesquels on a testé chez les poissons, les oiseaux et les mammifères. Et ils cochent pas mal d'indicateurs pour le coup. Il y a d'autres espèces d'insectes pour lesquelles on n'a pas du tout testé. Et plus largement, au-delà des insectes, dans les invertébrés de façon générale, il y a des invertébrés qui sont particulièrement peu étudiés. Par exemple, les méduses. On n'a quasiment pas testé d'indicateurs de la sentience chez les méduses. Mais par contre, quelque chose qu'on observe, c'est que quand on a testé pour tel ou tel indicateur chez les insectes, le plus souvent, on trouve qu'ils ont bien l'indicateur en question. Donc c'est un truc qui appelle à minima à beaucoup de prudence sur la question de la sentience des insectes, c'est que le peu de données qu'on a pointe plutôt à chaque fois chez les espèces vers la présence de sentience, ou vers la présence d'indicateurs qui nous permet d'inférer la présence de sentience. Donc, tant qu'on n'a pas accumulé plus de données et tant qu'on n'a pas surtout accumulé des preuves de l'absence de sentience, je pense qu'il faut être particulièrement prudent et ouvert à la possibilité que beaucoup d'insectes différents soient sentients. Ouais. Du coup, on peut bien différencier là les animaux dont on a parlé avant, donc les poissons, les crustacés. Donc là, on a quand même une grosse certitude. D'ailleurs, vous avez détaillé un peu des expériences sur les crabes ou les poissons qui permettent de montrer leur sentience. On a de bonnes raisons de penser que les homards, quand ils sont ébouillantés, souffrent bel et bien. Quand on n'a pas les éléments qui vont en faveur de la sentience des insectes, c'est pas qu'on a invalidé les critères, c'est pas qu'ils ne les cochent pas, c'est plus qu'on n'a juste pas de données en fait. Mais quand on a les indicateurs, ils vont quand même dans ce sens, quoi. Ouais, quand on les a testés en général, on voit qu'ils sont présents. Au-delà de ça et au sein des autres invertébrés, il y a tellement d'incertitudes et tellement peu de données encore que la science est en train d'avancer sur cette question-là, mais on manque de données pour le moment pour affirmer quoi que ce soit de très certain, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui, personnellement, me paraît assez contre-intuitif. Je sais pas, ça va dépendre des gens, mais là, avec les données qu'on a sur les insectes, notamment que les insectes, avec leur comportement observé, aussi le fait qu'ils aient un système nerveux central qui est aujourd'hui considéré comme un critère quand même d'un point de vue physiologique assez important, et bien finalement, la sentience d'insectes paraît quand même... Enfin, on a un degré de certitude dans la sentience d'insectes qui est plus élevé que pour d'autres animaux comme les bivalves, donc les huîtres, les moules, qui finalement ont un système nerveux qui n'est pas centralisé et dont on a quand même pas mal de doutes sur la sentience, quoi. On manque aussi beaucoup de données sur ces individus-là, quoi. On a vraiment très très peu d'études en fait, tout simplement. Et après, au niveau des bases biologiques, effectivement, c'est un peu plus incertain parce qu'elles n'ont pas de système nerveux centralisé. Les moules de mémoire ont un réseau de ganglions neuronaux qui pourraient du coup éventuellement avoir un rôle analogue au système nerveux et donc traiter les informations et permettre potentiellement une forme de sentience. Mais vraiment, on n'en sait rien en fait. On n'a juste pas de données. C'est pas une question qui est tranchée, quoi. C'est une question qui reste ouverte. Une question qu'on peut souvent se poser, ce qui est par rapport à la sentience des plantes aussi, parce qu'effectivement, on parle de sentience chez les animaux, mais là, ça peut aussi concerner d'autres individus. Et on voit beaucoup passer de choses sur la sentience des plantes, et les études convergent quand même plutôt dans le fait qu'elles ne soient pas du tout sentientes, et elles vont plutôt dans le sens qu'il y a déjà certains animaux dont on n'est pas sûr,
mais tout ce qui n'est pas animal, a priori, il n'y a aucun individu non animal qui serait sentient. Donc les bactéries, tout ce qui est protozoaire ou les autres formes de vie, elles sont a priori pas sentientes, et les plantes non plus. Et quand on voit des études qui essaient de montrer en tout cas la sentience des plantes, faire très simple. Déjà, il n'y a pas le bagage biologique, mais aussi tout ce qu'on observe quand on parle de communication, bon, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, tout ça, on peut facilement expliquer par du stimulus-réponse. Donc, ça revient à la question de la sensibilité. Et après, on n'a vraiment pas de raison de penser que ce soit autre chose que juste cette réaction. Et il n'y a pas de transmission. Quand on touche une plante à un endroit, il n'y a pas vraiment de transmission qui fait qu'elle pourrait ressentir à une autre partie de son corps. Oui, c'est déjà assez clair qu'il y a plein de preuves que beaucoup de plantes différentes sont sensibles, par exemple sensibles à la lumière, sensibles à leur environnement, qu'elles peuvent réagir, mais il n'y a pas de preuves robustes du tout qui montreraient ou pas d'indicateur présent ou pas de substrat physiologique qui permettrait la capacité de sentience chez les plantes. Et donc, a priori, il n'y a pas de ressenti subjectif chez les plantes. Ouais. Si on reprend un peu les trois grosses catégories d'indicateurs, donc les comportements, déjà, il y a des chercheurs qui disent que le terme de comportement est déjà pas trop adéquat pour vous parler des plantes, mais en tout cas que ce qu'elles font n'est pas gage de sentience. Et ensuite, bon, ce qui est niveau biologique, elles n'ont pas le bagage. Il y a aussi le côté évolutif, c'est qu'on peut se dire qu'elles ont a priori pas trop d'intérêt du point de vue de l'évolution à avoir acquis la sentience. Notamment par le fait qu'elles ne peuvent pas se déplacer. La sentience a plus de sens dans le cadre de la mobilité parce que ça peut permettre d'adapter nos comportements, notamment nos comportements de fuite à une situation. Et effectivement, les plantes, comme elles n'ont pas de mobilité, ça pourrait être beaucoup plus coûteux de ressentir la douleur sans pouvoir faire grand-chose, plutôt que de juste pas ressentir la douleur. Et une deuxième chose, c'est que par rapport à ce que tu disais, aux termes qui sont parfois employés, déjà on en revient un peu à la question de la plurisémantique, de l'aspect plurisémantique des termes quand on parle de sensibilité, un peu ce qu'on a dit au début, du fait que ça peut avoir plusieurs définitions et que du coup ça peut être un peu confusant. On a un peu la même chose avec le stress. Dans certaines études, on peut voir, il peut y avoir la mention du stress infligé aux plantes. Il ne faut pas le prendre dans le même sens que le stress que nous on ressent, l'état un peu qu'on pourrait dire d'anxiété. Mais voilà, du coup, il faut faire attention peut-être aux mots qui sont employés. Pareil, quand on parle de communication, on pourrait dire en fait la communication des téléphones ou que nos neurones communiquent les uns avec les autres. Ça n'implique pas nécessairement une sentience. Ouais, il n'y a pas forcément d'intention. Et exactement. Sur le fait que les plantes ne peuvent pas se déplacer, par exemple, on peut dire la même chose de certains animaux dont on doute pas mal de la sentience, comme les coraux ou les éponges. Et il y a d'autres animaux aussi qui ont un système nerveux qui n'est pas centralisé et qui est assez restreint, même s'il y en a quand même un, comme tout ce qui est étoiles de mer, concombre de mer. On se pose vraiment la question, on a quand même peu de plausibilité qu'ils soient sentients, mais on n'est pas non plus comme les plantes à se dire c'est impossible qu'ils soient sentients, quoi. Les éponges, c'est un bon exemple, parce que les éponges, elles ne se déplacent pas et a priori, il n'y a aucun substrat biologique qui pourrait soutenir la sentience. Notamment, il y a une absence totale de neurones. Donc à partir de là, c'est quand même très très improbable que que les individus de cette espèce soient sentients. Donc voilà, c'est les quelques individus sur lesquels on penche plutôt du côté de l'absence de sentience au même titre que les plantes. Et du coup, là, on vient de parler des animaux ou des autres formes de vie non animales qui pourraient être sentients, mais un sujet important à traiter aussi, qui est la sentience des humains, des fœtus humains notamment, qui peut avoir des conséquences aussi sur les questions d'avortement, par exemple. Ça revient même dans le débat où on se dit, est-ce qu'on considère le fœtus comme une personne ? Et du coup, d'un point de vue scientifique, le fait qu'il soit sentient, la question se pose, quoi. Ouais, juste pour faire une petite parenthèse, je pense qu'on peut dissocier la question de la sentience de la question de la personnalité, mais effectivement, on peut aussi trouver certains auteurs et certaines autrices qui défendent le fait que la personnalité est dépendante de la présence de sentience. Mais bon, c'est un débat qui est plutôt de l'ordre des questions éthiques et juridiques. Mais voilà, pour parler de la sentience, effectivement, on peut raisonnablement supposer que, comme à peu près toutes nos capacités, elles arrivent à un moment donné dans le développement, que c'est pas quelque chose qui est présent dès la fécondation directement dans les gonades ou dans les cellules reproductrices. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais du coup, la question qui se pose, c'est quand est-ce que cette fonction apparaît, quand est-ce que la capacité à ressentir la douleur, à minima, apparaît. Et ça, c'est une question, effectivement, comme tu l'as dit, qui a des conséquences potentiellement sur le droit à l'avortement. Et donc, c'est une question sur laquelle des équipes de recherche se sont penchées. Et les conclusions qui en ressortent, c'est que le minimum du minimum, ce serait entre 18 et 25 semaines, parce que c'est là où les premiers canaux qui pourraient soutenir les informations, qui pourraient permettre de ressentir la douleur, se développent. Mais ça paraît extrêmement improbable parce que le système est encore très immature. Et le seuil probable de la capacité à ressentir la douleur, et donc potentiellement de la sentience, c'est plutôt aux alentours de 28-30 semaines. Alors ça dépend comment on compte, mais en gros c'est 28 semaines de développement fœtal, donc 30 semaines de gestation. Mais voilà, ce serait dans cet ordre-là, donc en fait le 3e trimestre. Pour simplifier, voilà. On peut dire que a priori la sentience chez les humains
n'apparaît pas avant le 3e trimestre et c'est une position qui serait plutôt raisonnable et cohérente. Ouais, on suppose que ça serait donc dans les 30 semaines à peu près que ça arriverait, mais si on veut être très prudent, on peut se dire a priori avant 18 semaines ça paraît vraiment invraisemblable. Avant 18 semaines je crois pas que ce soit... en tout cas les études tentent à montrer que ça paraît complètement, quasiment impossible en fait. Ouais. Et je voudrais préciser quand même sur les conséquences politiques, même si c'est forcément l'objet de la vidéo, là on est un peu obligé d'y passer. Même si le fœtus est sentient, on pourrait donner des arguments pour dire qu'il faudrait quand même donner un droit à avorter, mais Absolument. bref, c'est notre débat. Mais ce qu'on pourrait dire, en tout cas, qui sera assez consensuel, c'est qu'en tout cas, avant 18 semaines, a priori, il n'y aurait vraiment aucun souci et que par rapport aux dates en France, en tout cas... on pourrait en fait augmenter l'âge, augmenter le délai de l'avortement sans risque, en fait, sans risque éthique pour les fœtus, si on tient compte des intérêts des fœtus. A priori, il n'y a aucune conséquence négative puisqu'ils ne peuvent rien ressentir, quoi. Donc maintenant qu'on a plus ou moins répondu à la question, on peut remercier Victor chaleureusement d'être venu ici. On vous invite évidemment à aller écouter son podcast, donc Comme un poisson dans l'eau, qui est disponible sur les plateformes de podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et on remercie évidemment Lila aussi, allez voir son compte Réfuté sur Instagram. Et voilà, merci Yann pour l'invitation. Merci.